Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On se retrouve pour un nouvel épisode avec Charlotte Debru. Bonjour Charlotte. Bonjour Peggy, bonjour Marina. Bonjour Charlotte. Charlotte, tu es toujours médecin généraliste, spécialisée donc dans la prise en charge de l'épuisement. La semaine passée, on a abordé toutes ces périodes de stress, du stress jusqu'au burn-out, le surmenage, l'épuisement, l'effondrement. On a vu, pour terminer, les signaux d'alerte auxquels il faut être attentif. Et aujourd'hui, l'idée était de donner à nos auditeurs des pistes pour être attentifs justement et pour ne pas se laisser complètement envahir par ce stress. Dans ces signaux, moi ça m'a interpellée parce que j'ai toujours mon regard de thérapie brève et je cherche toutes les boucles de ce qui maintient le problème. Et effectivement, quand tu as parlé que évidemment un des signaux c'était le manque de sommeil, et là on rentre très vite dans un cercle vicieux, il me semble. Je manque de sommeil, j'arrive pas à dormir et justement j'ai besoin de me reposer, et donc en fait bien sûr, et tout ça évidemment ça, il y a une raison physiologique aussi. Donc comme je l'ai expliqué la dernière fois, quand on est face à un stress qui devient chronique, on accumule du stress dans le corps, il y a une surproduction de cortisol, et donc tant que ce stress continue et qu'on arrive dans cette phase vraiment de résistance et donc d'épuisement, la surproduction de cortisol, et je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai expliqué la dernière fois, mais elle a aussi un impact au niveau de la régulation de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc en fait, en règle générale, le cortisol, il est produit chez tout le monde. Alors tout dépend du rythme, parce que par exemple les infirmières qui travaillent de nuit vont évidemment avoir aussi une dérégulation. Mais donc je parle pour des gens qui ont une activité la journée. Le cortisol va être produit entre 6h et 8h du matin pour avoir un pic en fin de matinée, midi, et ensuite diminuer en fin de journée vers 18h, ça dépend évidemment toujours du rythme de chacun, pour pouvoir laisser place à la mélatonine qui est donc l'hormone du sommeil. Sauf que quand on est dans des phases de surmenage ou d'épuisement et que donc on produit plus de cortisol, ce cortisol va avoir du mal à diminuer et ne diminue pas suffisamment, et donc la mélatonine a du mal à s'élever. Et ce qui fait que du coup, en fait, le soir, on est fatigué parce que ce cortisol, il a quand même eu un effet néfaste entre guillemets à plusieurs endroits dans le corps, mais on a des gros troubles du sommeil parce que la mélatonine n'est pas suffisamment élevée. Et donc, quand on dit aux patients reposez-vous, c'est difficile évidemment à entendre, puisque la plupart des patients qui arrivent en état de surmenage, épuisement, burn-out, c'est des profils plutôt très actifs, très très investis, très impliqués, qui ne s'arrêtent jamais. Et donc là, on leur demande de s'arrêter, de se reposer. Et c'est important peut-être de comprendre pourquoi. C'est parce que en s'arrêtant, en se reposant, on va essayer de réguler ce système cortisol-mélatonine, et puis aussi réguler l'effet du cortisol à différents endroits dans le corps. Alors on sait que on n'arrive pas toujours à dormir quand on se repose, mais simplement mettre le corps au repos, allongé, sans rien faire, sans stimulation à l'extérieur, c'est suffisant. Après ça dépend vraiment de chacun, mais si on a vraiment l'opportunité de se reposer le matin et l'après-midi, alors avant 16h, ça va vraiment aider. Donc c'est pas vraiment le fait de dormir. Non, alors si on dort, c'est encore mieux. Mais les profils les plus à risque de surmenage ou d'épuisement sont toujours dans une hyperactivité. Et donc déjà leur demander de simplement se reposer, de mettre leur corps au repos, c'est déjà une première étape. Après, s'ils s'endorment, tant mieux, mais au moins juste vraiment laisser aller ce corps couché, ça fera déjà son effet. J'ai une question par rapport à ça, parce que je m'imagine moi me mettre au repos, je vais quand même très vite prendre un bouquin, voilà, et donc on se repose moins, ou prendre mon téléphone et me dire je vais quand même gérer quelques mails en même temps que je mets mon corps couché. Alors moi je donne des petites prescriptions aux patients, c'est vraiment de ne rien faire. C'est ça. Voilà, je leur dis trouvez un endroit qui vous convient, où vous êtes bien, ça peut être regarder les nuages, regarder votre jardin, ou
enfin voilà, un endroit qui vous cocoon, qui vous convient, mais sans stimuli. Alors maintenant, le faire pendant 1 heure, du coup, pour certaines personnes, c'est très compliqué. Et donc, on va faire des petits pas. Et donc, parfois, ça va être par tranche de 1/4 d'heure, évidemment. Mais je vais leur prescrire vraiment un arrêt, ne rien faire. Parce qu'on n'est plus du tout habitué à s'ennuyer. Donc, c'est ça Tout à fait. que je trouve qui est vraiment pas évident. Et donc, quand on dit, par exemple, dans le jardin, on peut aussi être dans un transat, c'est déjà... Bien sûr. Voilà. C'est pas allongé. C'est... Alors, idéalement... Ça être concrète pour nos auditeurs. Alors, oui, idéalement, ce qu'on recommande, c'est vraiment allongé. C'est ça, quand même. La posture a son importance. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment de mettre tout le corps au repos ici. Alors, j'ai une collègue qui dit toujours, mettez-vous des coussins partout, que tout votre corps soit vraiment détendu quoi. En fait, ça. Voilà, ça c'est le mieux. Mais voilà, on sait que quand on a des patients qui font un peu de la résistance, ben on va y aller petit à petit. Donc commencer par le transat, ce sera déjà ça. Hein. C'est déjà pas mal. Alors justement, tu parles de résistance. Un point qui est important dans ce processus, c'est l'acceptation. Tout à fait. C'est accepter ce que l'on est en train de vivre. Exactement. Donc moi, j'explique souvent à mes patients la courbe de l'épuisement avec cette ligne de stresseurs chroniques qui dure parfois pendant des années. Et puis à un moment donné, il y a un point de rupture, entre guillemets. Ça va être ou des signaux physiques, justement, ou cognitifs, ou plusieurs de ces signaux que j'ai décrits dans le précédent podcast. On craque. On craque, exactement. On craque, mais comme on ne s'écoute pas toujours, on va continuer. Et donc, on passe d'abord par cette période de déni, où on n'a pas tout à fait conscience qu'on craque. Donc, on va voir son médecin parce que on a de plus en plus de maux de tête, une fatigue qui s'accumule, de l'hypertension. Voilà, les symptômes peuvent être très variés. Tu dis qu'on va voir son médecin, donc et en fait, là, moi, j'ai un peu une question. Bon, tu es médecin, mais parfois, moi, j'ai l'impression que les médecins, donc, on a de l'hypertension, on va donner un médicament pour l'hypertension. Oui. On a des humeurs négatives, on va donner un antidépresseur, etc. Et que du coup, en fait, ils renforcent le déni quelque part. Ils ne permettent pas de voir parce qu'ils nous font éteindre les signaux du tableau de bord. Exactement. Si je reprends ton image. Effectivement, alors il faut savoir qu'en consultation de médecine générale, on a 20 minutes. Et donc, en 20 minutes, on n'a pas vraiment beaucoup le temps de creuser, d'aller plus loin. Donc, on vient avec ce que le patient nous amène. Si on voit qu'il a de l'hypertension, enfin, on fait notre petit bilan. Ben oui, parfois, on se dit, OK, il faudrait mettre un antihypertenseur. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est pour ça aussi que moi, j'ai un petit peu bifurqué vers cette médecine du stress, épuisement, parce que maintenant je fais des consultations d'1 heure et ça me permet de vraiment fouiller, creuser et voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand le patient vient, je vais évidemment d'abord exclure une origine physiologique à ces symptômes, et puis ensuite, on peut mettre en évidence qu'en fait l'hypertension c'est une conséquence d'un stress chronique et qui peut entraîner du coup des maux de tête, etc. C'est vraiment important, je trouve que nos auditeurs se disent, allez, c'est moi qui suis responsable aussi de ma santé. Si j'amène au médecin général juste mon hypertension, il va pas voir le tableau général. Tout à fait. Finalement. Oui. Donc, je trouve d'autant plus important de bien réécouter l'épisode précédent quelque part pour avoir tous ces signaux et faire attention à la concomitance de ces signaux-là, parce que finalement, c'est ça qui fait le risque et qui peut ouvrir les yeux et éviter le déni ou faire réagir en tout cas plus rapidement. Et donc, voilà. Bon, alors après, généralement, ça dépend des personnes et de l'accompagnement, mais on ne reste pas non plus en déni des années. Il y a un moment donné où il y a une prise de conscience, parce qu'on se fait accompagner, alors soit par son médecin traitant, ou soit par un psychologue, un psychothérapeute ou autre. Ou on écoute un podcast. Ça va introduire du coup la prise de conscience. Et donc, on passe souvent par cette phase de résistance, c'est-à-dire que on prend conscience que, qu'on est probablement en état de surmenage ou d'épuisement, mais on reste dans il faut que ça aille, je vais devoir, si on est à l'arrêt, par exemple, recommencer à travailler, etc. Je dois, et en fait, on se repose très peu, parce qu'on reste dans ces mécanismes d'hyperactivité, du trop. Or, c'est important de passer par la 3e phase, qui est vraiment la phase d'acceptation, même si tout le processus est un processus d'acceptation. Alors moi, j'aime pas trop cette expression, mais c'est quand même un petit peu
toucher le fond, c'est un peu comme une balle magique, on la lâche au sol, elle a besoin de toucher le sol en tout cas pour rebondir plus haut, et c'est un peu pareil, à un moment donné, il faut vraiment lâcher, accepter et s'autoriser, en fait on a le droit de ne pas toujours aller bien, de ne pas péter la forme, de ne pas être le super-héros qui s'implique à 100%, voire à 200% dans tout ce qu'il fait. Et alors du coup on peut entamer cette phase de reconstruction, au contraire de la balle magique qui repart oui. en une volée toute droite vers le haut. Par contre, la reconstruction dans la vraie vie, dans le cas d'un épuisement, ça se passe pas comme ça. C'est plutôt en marche d'escalier avec des paliers, puis parfois des moments de creux, on redescend quelques marches et puis on remonte. Donc effectivement, c'est pas en ligne droite, mais généralement, une fois qu'on commence à monter, on redescend pas. Oui, après, c'est toujours... Si on ne s'écoute pas et si on n'est pas passé par cette phase d'acceptation, on risque quand même chaque fois de repasser par ce creux. Tandis qu'une fois... Ouais. Et on ressent ces petits paliers, un peu comme des petites victoires de remontée. Exactement. Mais par contre, donc, dans ces escaliers, il y a aussi parfois des petits creux. Et donc, c'est important de le savoir parce que souvent, on a l'impression de régresser alors que ça fait partie du processus. On sent que l'énergie revient, on sent que voilà, la concentration est un peu meilleure. Et puis, oui, il y a peut-être un moment où ça va un peu moins bien et c'est ok, c'est normal. Il y a des moments où c'est plutôt stable. Mais en tout cas, c'est la période où on peut vraiment faire un travail dans le concret, aller expérimenter différemment, comprendre ce qui s'est passé, comment est-ce que je vais pouvoir faire différemment ou voilà, pouvoir un petit peu explorer mon environnement et moi, comment je fonctionne. Et ça prend du temps. Tout à fait, et ça prend d'autant plus de temps quand on reste longtemps dans cette phase de résistance. Plus on va résister, plus le processus va être long. Et quand même, du coup, moi j'ai l'impression que cette résistance, elle est aussi très fort liée au tempérament de la personne, en fait, finalement. Parce qu'il y a vraiment des profils quand même, on parle souvent de profils Dieu sait qu'en thérapie brève, on n'aime pas de mettre des étiquettes, mais il y a quand même des personnes qui ont beaucoup plus de mal à lâcher et qui se disent toujours « j'y arriverai quand même, j'y arriverai quand même ». Et c'est ceux-là qui souvent se retrouvent évidemment avec des burn-out plus... Oui, et souvent c'est ceux-là qui viennent plus tard aussi. Oui, c'est ça. Et donc du coup, par la force des choses, ça dure plus longtemps aussi, puisque comme on l'a dit, physiologiquement, c'est probablement... un peu plus irrégulier aussi, et donc ça prendra... C'est ça, j'avais un peu envie de dire, plus vite vous lâchez, plus vite vous serez de nouveau bien. Tout à fait. Hein, parce que, et par lâcher, c'est aussi se reposer. Et c'est vraiment, c'est aller plus lentement et vraiment freiner. Quoi. En conclusion, on pourrait peut-être dire aussi qu'il faut donc être attentif à tous ces signaux, qui sont des signaux d'alerte, et qui sont des signaux d'alerte qui peuvent revenir aussi, puisque quand on est dans cette phase de reconstruction, on a appris à se connaître, et il faut être d'autant plus attentif. Oui, alors moi je trouve que ça fait souvent une force. Alors les gens qui sont dedans ne l'entendent pas toujours comme ça. C'est vraiment quand on est passé par ce processus-là qu'on peut l'entendre et le comprendre. Mais en fait, une fois qu'on est passé par là, on a appris à se connaître, on a enfin appris à s'écouter, à écouter son corps. Et donc généralement, on a ces fameux signaux, c'est nos petites alarmes, quoi. Et donc dès qu'on reconnaît, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de remonter, on peut beaucoup plus vite identifier, tiens, mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je ressens de nouveau ça? Et généralement, on a la capacité d'identifier, tiens, oui, en fait, j'ai dit oui à ça et je n'avais pas du tout envie de le faire et voilà. Donc, oui, les apprentissages du burn-out, moi je trouve aussi, beaucoup de gens disent après, c'est un cadeau. Tout à fait. Mais c'est après qu'ils le disent, je tout à fait. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a deux types d'apprentissage. Donc, il y a effectivement pouvoir détecter. Et puis, il y a aussi, je reconstruis autrement ma vie, j'investis moins, je mets mes limites, je travaille plus le soir, enfin voilà, toute une série. Et je pense que ça, c'est vraiment important, c'est de leur permettre aussi d'aller autant pouvoir détecter les signaux que pouvoir aussi gérer autrement leur quotidien, les contraintes, peut-être en mettre moins, peut-être se donner plus de temps, enfin voilà, toute une série de choses. Je pense que ça, c'est important aussi. Et ça évidemment, c'est par étapes, parce qu'il faut d'abord récupérer physiquement tout à fait. Avant de pouvoir aller dans des expériences différentes. Moi, je te rejoins tout à fait. La première chose, c'est toujours le repos. Voilà. Après, ils l'entendent plus ou moins bien. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette intervention. Puis on vous invite à réécouter les 3 épisodes qu'on avait consacrés au burn-out, le pré-burn-out, le burn-out, le post-burn-out, qui vous donneront des pistes supplémentaires pour vivre avec votre stress d'une manière positive et en faire quelque chose de constructif sans peut-être devoir passer par la case épuisement total. Ouais.
Merci beaucoup de nous écouter. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur.